Bonjour, je vais vous inviter à regagner vos places pour le dernier volet. Donc avec la présentation de la troisième étude, un cas d'usage et une table ronde, donc un format auquel vous devez être maintenant habitué. Alors cette troisième étude, elle a été menée avec donc un groupe resserré autour d'intervenants d'Unicancer, l'Inserm Transfer et de Curie, plus un certain nombre d'autres acteurs de Covalence qui nous ont accompagnés pendant plusieurs mois. Alors je vais juste dire un petit mot sur le cabinet Veltis, parce que j'imagine que EY est très connu, mais alors nous beaucoup moins, donc je me sens obligé de dire quelques mots sur Veltis. Alors pour ceux qui... vous avez peut-être eu l'occasion quand même d'entendre parler de nous, directement ou indirectement. On a accompagné depuis plus de 2 ans presque tous les hôpitaux d'Île-de-France hors Paris, donc hors APHP, donc en lien avec l'ARS d'Île-de-France sur un programme qui s'appelle Orphée, qui est un programme où on s'occupe d'étudier les parcours patients et les questions de recouvrement en étudiant les données internes des hôpitaux. Et deuxième sujet sur lequel vous avez peut-être entendu parler de nous également, c'est pour ceux qui suivent le foot, c'est les droits télé du foot. Et il se trouve que Veltis s'occupe de designer les enchères de droits télé du sport français, donc le foot, le rugby, le tennis. Et j'en parle, ça paraît un petit peu anecdotique, mais en fait le lien, c'est que ce sont des sujets de théorie des jeux, de théorie des contrats, et en fait des questions de valorisation. Et ça fait le lien avec le sujet qui nous intéresse aujourd'hui sur le benchmark international de valorisation des méthodes de valorisation des données. Et donc moi-même, je m'appelle Romain Everhart, je suis directeur scientifique du cabinet Veltis. C'est donc un cabinet qui fait à peu près 35 personnes. Et c'est un cabinet spécialisé en data et en économie. Et on est à peu près, pour vous donner une ordre d'idée, on est à peu près entre un quart, un tiers des effectifs qui a un doctorat d'économie. Et donc on a des liens assez forts avec la recherche et on est un certain nombre à être encore affiliés avec des centres de recherche, notamment puisqu'on me demande quand je fais des interventions, je suis censé dire que je suis affilié au CREST, qui est le centre de recherche en économie et statistique entre l'ENSAE et Polytechnique. Voilà, donc on va vous parler aujourd'hui de l'étude internationale sur les modèles de valorisation des données de santé, avec donc comme je vous l'ai dit, un groupe qui nous a suivis de près autour de... et que je remercie de nous avoir suivis régulièrement autour de membres d'Inserm Transfer, Curie, Unicancer, et puis les autres TTO membres de Covalence qui étaient là sur beaucoup de réunions et qui nous ont suivis également pendant l'été, qui n'était pas forcément une période de disponibilité facile, mais que je remercie d'avoir participé activement à ce groupe de travail. Et donc l'étude que je vous présente, ça synthétise les principaux résultats qu'on a obtenus en faisant donc un benchmark international et une étude ensuite économique de ce qu'on avait trouvé. Alors, d'où est-ce que c'est parti ? Alors, c'est parti du fait que on a, comme cette journée le montre, il y a des interrogations partagées par l'ensemble des membres de Covalence, mais plus généralement sur la chaîne de valeur de la donnée. La question, comment se partage cette chaîne de valeur de la donnée ? Où est la valeur ? Qui l'a créée ? Où est la valeur du côté... quand il y a des données, un algorithme, comment est-ce qu'on partage cette valeur ? Comment est-ce qu'on peut qualifier la valeur de la donnée ? Finalement, qu'est-ce qui se fait à l'extérieur ? Et quels sont les bons modes, les bons types de valorisation des partenariats et les bonnes manières de discuter autour de la valeur de la donnée, notamment dans les cadres de partenariat entre des industriels et des promoteurs. Et encore plus maintenant qu'on a de plus en plus de données individuelles et qu'il y a l'explosion de l'intelligence artificielle, du machine learning,
qui ne simplifie pas la compréhension de justement où est la valeur et comment elle se partage. Globalement, toutes les personnes qu'on a interrogées étaient d'accord en fait pour dire que c'était une question complexe. Personne n'a de réponse toute faite et tout le monde était très intéressé par savoir, tout le monde était prêt à répondre, mais était intéressé par connaître les réponses des autres parce que finalement, c'est une interrogation qui est partagée. Et donc, c'était déjà un premier résultat de l'étude, qui était de dire que c'était une étude légitime, puisque c'est une question qui se pose largement. Et c'est une question qui a des implications donc, en termes sur toutes les questions qui vont avec. Donc, j'ai parlé de partage de valeur ajoutée, mais il y a toute la question de la mise à disposition, de l'accessibilité. Comment est-ce qu'on fait pour faire cohabiter les initiatives publiques et privées sur le sujet. Et donc cette question, elle est sous-jacente à tous les sujets qu'on a vus aujourd'hui et à la plupart des questions qui se posent autour des données de santé. Alors le point principal qui est sorti de l'étude, c'est que on a besoin de réfléchir non plus autour de la base de données elle-même, mais autour du projet. Alors ça peut paraître évident, mais on reviendra dessus. Il y a beaucoup de modes de négociation, de discussion autour des données qui sont souvent autour de la donnée elle-même et qui ne prennent pas forcément en compte tout le projet, toute l'expertise qui sont associés à la base de données dans le cadre du projet en question. Donc ça vient du fait que historiquement, il y avait beaucoup de données qui étaient collectées spécifiquement pour un projet donné. Donc en fait, c'était très imbriqué, les données et le projet. Et on a de plus en plus de données qui sont utilisées à des fins qui n'étaient pas celles qui étaient prévues au départ. Et donc ça nécessite de repenser la manière dont les données se positionnent dans un projet. Et donc, on conclura sur le fait qu'il y a une nécessité à partager en fait un certain nombre d'outils d'objectivation et de rationalisation de ces questions-là, de la place de la donnée et des bases de données dans les projets et dans le partage de la valeur ajoutée qui est créée. Alors, la méthodologie, comme dans les autres études, c'était des benchmarks internationaux, donc on s'est attaché à essayer d'aller de manière assez large. On a étudié 15 pays qu'on avait classés en 4 profils suivant, on va dire, 2 grands axes, la comparabilité avec la France et le niveau d'innovation. Donc il y avait des pays assez comparables avec la France, assez proches en fait des pays européens, autour du Royaume-Uni et de l'Allemagne notamment. Un certain nombre de pays en forte croissance dans le domaine de la santé, mais pas toujours très comparables, autour notamment de la Corée, Israël. Un certain nombre d'autres pays, alors très innovants, mais avec des systèmes très différents autour des États-Unis et du Canada. Et un certain nombre d'autres pays, pays d'Asie essentiellement. Alors, on a noté moins matures, mais en fait, ils sont très avancés techniquement, mais très différents en termes de maturité sur les questions, aussi les questions d'éthique, et donc moins comparables. On avait identifié de manière collégiale 102 acteurs. Donc, dans l'étude complète, il y a une fiche par pays, une fiche par acteur. Et on a étudié, on a un certain nombre donc, pas mal de TTO, mais aussi des initiatives privées, grands groupes, start-up, différents modes, des joint ventures, des acteurs de la pharma, des acteurs de l'imagerie. Donc on a été assez large, et un certain nombre d'initiatives internationales autour des GAFA. On a pu, malgré la période estivale, réaliser 28 entretiens, donc c'est à peu près un peu moins de 30% des acteurs étudiés. On les remercie, d'ailleurs ceux qui ont pu venir, et ceux qui n'ont pas pu venir aussi, évidemment on les remercie également. On les remercie pour leur disponibilité parce que c'est pas toujours simple de consacrer 1 heure, voire plus, pour nous expliquer ce qu'ils font
et dévoiler dans la mesure du possible ce qu'ils pouvaient pour nous raconter les contrats, le type de contrat qu'ils avaient signé. À ce propos, donc sans dévoiler tout de suite la suite, mais une des difficultés sur ce genre d'études, c'est qu'il y a énormément de choses qui sont très confidentielles. Donc on a récupéré un certain nombre d'informations sur les méthodologies, les modes de fonctionnement, mais sauf dans de rares cas, les personnes interrogées ne pouvaient pas nous dévoiler quels étaient les pourcentages exacts, par exemple, soit de propriété intellectuelle, soit de retour de CA ou autre qui avait été négocié, ou de l'achat de la prestation donnée plus expertise. Donc on a un certain nombre d'éléments, mais on n'a pas pu avoir, souvent pour des questions de confidentialité, le détail des deals qui avaient été signés. Et on a fait donc un certain nombre d'ateliers de construction, de co-construction de ce benchmark qui ont duré pendant à peu près 3-4 mois, de manière très régulière. Alors, il y a deux phases dans cette étude. Il y a tout d'abord la partie benchmark, qui est voilà, la partie benchmark ici, qui est avec ce qu'on a l'étude de ce qui se fait dans le monde, en France, en Europe et dans le monde. Et puis, on a passé un certain temps à discuter, à faire l'analyse économique des modèles identifiés pour justement essayer de comprendre quelles étaient les implications des choix de modèles. Donc, que ce soit en termes d'extraction de la valeur, de partage de la valeur, d'incitation pour les différents acteurs, et de partage du risque. Donc on reviendra là-dessus, mais on a essayé de faire le point sur ce que ça signifiait de faire tel ou tel choix de mode de partenariat. Alors les enseignements clés du benchmark, comme je vous le disais, alors il n'y a pas eu de très grande surprise, c'est-à-dire que, alors c'est aussi une bonne nouvelle pour tous les acteurs français, hein, c'est que tous les types de modes de valorisation qu'on a trouvés à l'international, on les a aussi trouvés en France, d'une manière ou d'une autre. Donc après, ce n'est pas forcément utilisé dans les mêmes proportions, mais globalement, ça veut dire on n'a pas trouvé un type de partenariat miracle qui serait utilisé ailleurs dans le monde et dont on n'aurait jamais entendu parler et qu'on n'aurait jamais utilisé en France. Donc les grands modèles sont connus, ils sont en revanche diversement utilisés. Comme je le disais, on a eu un grand intérêt général pour l'étude. Le deuxième point qui est ressorti, c'était qu'il y avait qui est ressorti de la part des personnes qu'on interrogeait, c'était une forme de manque de recul sur la valorisation des données individuelles sur le marché français. Donc ça, c'est pas nous qui le disons, hein, c'était les différentes personnes qu'on a interrogées qui avaient le sentiment que on était encore sur un marché qui était structurellement peu transparent. Donc, grosso modo, quand ils négocient, ils ne savent pas comment ça se passe ailleurs. Ce qui génère en fait des doutes sur le fait que la négociation se passe bien. Est-ce qu'on a obtenu plus, moins, que ce soit d'un côté ou de l'autre? Donc, c'est un marché qui est pas complètement mature, pas complètement transparent, un doute sur ce que c'est que la fair value et des incertitudes sur les bonnes pratiques de valorisation avec donc un certain nombre de cas où on commence à savoir comment fonctionner. Donc beaucoup d'hétérogénéité, on reviendra là-dessus je pense au moment de la table ronde, c'est-à-dire il y a un certain nombre d'acteurs qui commencent à avoir des idées claires sur ce qu'ils peuvent négocier, dans quel cadre, et puis d'autres qui sont beaucoup moins au clair là-dessus. Et globalement, ça se traduit par des négociations complexes entre promoteurs de données et industriels. Ça, c'est quelque chose qui est revenu des deux côtés, hein, sans malveillance ni d'un côté ni de l'autre, mais avec le sentiment que finalement, on manque de recul. On est un petit peu sur certains aspects, comme dans le cas des licences il y a une quinzaine d'années, donc finalement, on ne sait pas très bien à quoi on doit aboutir et dans quel cas.
Donc finalement, on manque de cadres, on manque de guidelines pour savoir quel est le bon mode de valorisation. Et enfin, et pas des moindres, donc ce n'était pas l'objet de l'étude, mais c'est quand même ressorti dans tous les entretiens, le cadre réglementaire est très spécifique à la donnée de santé. Et ce cadre réglementaire, il a un impact sur la manière dont les négociations vont se passer. Et donc ça génère notamment des contraintes opérationnelles qui sont en fait très structurantes pour la valorisation. Ça c'est important parce qu'on pourrait se dire que c'est un aspect technique, que c'est quelque chose qui est complètement... que c'est aspect technique, juridique, et que là on parle d'aspect économique, mais en fait c'est intimement lié d'un point de vue opérationnel le jour où on doit se mettre d'accord sur un mode de fonctionnement. Alors, il y a différentes manières de résumer le benchmark. Je vais vous montrer un certain nombre de slides à ce sujet. Ça, c'est la première slide qui fait un petit peu un constat brut de ce qu'on a eu comme retour sur les questions de valorisation. Alors, comment ça se lit? Donc, c'est un tableau où il y a, donc sur la colonne de gauche, vous avez les différents types de cas qui ont été répertoriés. Avec sur la première ligne, on a tout ce qui est... donc, les deux premières lignes, il faut se dire que c'est à peu près les cas de collecte. Donc, de la collecte qui a été... c'est essentiellement de la collecte ad hoc. Donc, c'est la collecte qui a été faite en général pour l'usage qu'en était prévu. Donc on a sur la première ligne les collaborations type R&D qui ne donnent pas forcément lieu à des partenariats industriels. Il peut y avoir des spin-out a posteriori, mais là on est plutôt sur de la recherche. Ensuite la deuxième ligne, c'est tout ce qui est études médico-économiques. Et ensuite on a mis les modes, on va dire, un peu plus récents, ce qui arrive de plus en plus. Donc, ce qu'on a appelé techno-push, ça va être le promoteur de la donnée qui va essayer d'aller voir le marché pour voir s'il est intéressé par les bases qui ont été récoltées. Market pool, c'est plutôt le marché qui vient voir un promoteur parce qu'il cherche des données. Et puis, ce qui réconcilie potentiellement un peu les deux, c'est le côté plateforme et solutions d'accessibilité. Ce sont toutes les plateformes du type Health Data Hub, mais ce n'est pas la seule initiative, qui font se rencontrer le côté push et le côté pull, donc la partie offre et la partie demande. En colonne, on a les grands types de modes de valorisation dans les partenariats. Alors, il y a les échanges de données contre des licences d'exploitation. Là, c'est un exemple type, un hôpital qui va mettre à disposition ces données avec un industriel pour le développement d'un logiciel dont il va pouvoir bénéficier gratuitement a posteriori. Cash, c'est de l'achat de bases de données et de services associés. Les milestones, c'est un petit peu, on peut voir ça comme du cash, mais avec des échéances, donc des échéances successives correspondant à des réussites successives du projet. Redevance sur chiffre d'affaires, c'est a posteriori, on se met d'accord sur, par exemple, le promoteur de données pour toucher X%, 5% du chiffre d'affaires, 10% du chiffre d'affaires. Licence sur une propriété intellectuelle partagée et royalties, ça c'est assez classique, hein, c'est un brevet, et du coup le promoteur de la donnée, dans ce cas-là, possède une partie de la propriété intellectuelle liée au projet. Joint venture et equity, ça c'est de la prise de participation. Modèle mixte, alors on a en tête essentiellement des modèles de type cash en amont plus redevance sur CA. Et des modèles qui commencent à se développer sur lesquels on a finalement peu de recul, mais on les a quand même mis parce qu'ils apparaissent dans un certain nombre d'initiatives. C'est tout ce qui va tourner autour de la tokenisation de la donnée, blockchain. Aujourd'hui, il n'y a pas de modèle économique très clair derrière, mais à noter quand même parce que ce sont des choses qui ressortent régulièrement. Alors,
dans ce tableau, finalement, ce qu'on voit, c'est... déjà, je tiens à préciser que je suis à peu près sûr que dans chaque case du tableau, on peut trouver un projet. Là, ce qu'on a fait apparaître, c'est essentiellement les projets tels qu'on les a rencontrés dans les interviews et dans nos recherches sur nos fiches acteurs. Et ça représente plutôt la zone où il y a des projets qui sont visibles. Donc il y en a sans doute partout ailleurs, mais à notre connaissance, s'ils existent dans d'autres cases, c'est de manière plus clairsemée. Ce qu'il faut en retirer à ce stade, c'est essentiellement que alors, plusieurs choses. La première, c'est les deux premières lignes, c'est des modèles, on va dire, plus matures. Ça va être, par exemple, qui existent depuis plus longtemps, et finalement, il y a eu une concentration des modes de valorisation associés. Les lignes du bas, il y a un foisonnement, et en fait, ça se traduit par tous les types de modèles qui apparaissent avec plus ou moins de fréquence. Donc, il y a une grande diversité qui apparaît. Ensuite, il y a ce dont vous vous doutez, c'est l'émergence de données individuelles. Et donc là, les données individuelles, en fait, on les trouve de plus en plus sur tous les projets. Et elles apparaissent. Finalement, on va garder de la donnée agrégée essentiellement quand on est sur des études médico-économiques, mais il y a de plus en plus de projets, mais une très grande majorité qui va utiliser des données individuelles, et en particulier des données qui n'étaient pas forcément pensées pour cela au départ. Donc c'est là, on fait apparaître ici les différents types de données, les données de recherche, les données de routine clinique, les données de routine médico-administrative, et puis l'IoT. Et là, tout ce qui est, je pense notamment au médico-administratif. Le médico-administratif, au départ, il n'était pas pensé pour faire de la recherche, ni pour développer des produits. Et en fait, on le trouve de plus en plus. Ça faisait partie des exemples qui étaient donnés dans les tables rondes plus tôt. On en retrouve de plus en plus dans tous ces projets. Donc voilà, donc ça fait on a cette grande diversité. Et il n'y a pas de solution miracle qui ressort. Alors, ce qu'on s'est attaché à faire, c'est essayer de réfléchir à ce que ça signifiait, ce que signifiaient ces différents modèles d'un point de vue économique, avec différents axes d'études. Alors, ces modèles, que ce soit cash, redevance sur CA, de l'equity, etc., de la propriété intellectuelle, ils ont tous différentes caractéristiques d'un point de vue économique. Donc, d'un modèle à l'autre, vous avez différentes manières de partager la valeur, de la faire émerger et de la partager. Les négociations sont plus ou moins simples. Le design ou l'utilisation des contrats est aussi plus ou moins simple d'un modèle à l'autre. Le partage du risque n'est pas le même. Et les incitations données aux acteurs ne sont pas les mêmes non plus. Incitations en termes de est-ce que je m'engage beaucoup dans le projet ou pas. Et donc ce sont ces axes-là qui nous ont amenés à essayer de classifier les différents modes de fonctionnement des partenariats pour essayer de les analyser. Alors, ces différents modes de partenariat, de valorisation, on les a classés là suivant deux axes. Donc l'axe horizontal, il va correspondre à la valeur extraite, le partage de la valeur ajoutée et les notions de propriété intellectuelle. Et l'axe vertical va être autour de la complexité du modèle. La complexité, que ce soit en termes de risque, en termes de calibration. Il émerge deux grandes catégories de modèles. On a sur la partie gauche, en bas à gauche, des modèles qu'on a qualifiés de modèles d'outils de valo-sécurisation. Et sur la partie en haut à droite, ce sont les outils qui maximisent le partage de la valeur créée. Alors, les outils qu'on a qualifiés de valo-sécurisation, en fait, ils sont en général, dans les exemples qu'on a vus, les cas d'usage qu'on a eu à regarder,
ils ont l'objectif de sécuriser les coûts de collecte. En fait, ils sont en général tournés vers la donnée elle-même et pas vers le projet. Donc c'est des modèles pour lesquels la valorisation qui va être faite de la donnée ne dépend pas du projet et va essentiellement consister à essayer de recouvrir les coûts en partageant les coûts entre les différents utilisateurs. Donc alors, du point de vue du design de la valorisation, c'est extrêmement simple, puisque en fait, on récupère les coûts de collecte et puis on les partage entre les utilisateurs. Là où ça marche très bien quand les données quand l'usage des données est défini en amont et que elles vont servir essentiellement pour un usage donné. Donc on a un certain nombre de partenaires, on pense à une cohorte par exemple. Une cohorte, on a les utilisateurs de la cohorte qui sont connus en amont et on connaît les utilisateurs, on connaît les coûts et on va partager les coûts entre les différents utilisateurs. Quand on est sur... Alors après, le problème, c'est que ce sont des outils qui vont moins extraire, moins partager la valeur créée, donc qui sont vraiment tournés vers les coûts. Et par ailleurs, pour des données qui ont été collectées pour un autre usage, c'est tout de suite plus compliqué de réfléchir dans ces termes. De l'autre côté, vous avez des outils qui maximisent le partage de la valeur créée. Et donc là, ce sont des outils qui vont être davantage orientés vers le projet pour lequel ils sont utilisés, beaucoup plus que sur les données seules. Et donc là, vous avez une valorisation du produit. Alors, la complexité est plus grande parce qu'en fait, il faut essayer de trouver des solutions. Les négociations sont plus complexes, mais il y a davantage de partage de la valeur. Et un certain nombre de ces outils ont une faculté à augmenter les incitations des parties prenantes. De manière très bête, une fois qu'on a vendu, si on a fait du cash en amont, en fait, celui qui possédait le promoteur, en fait, il n'a plus aucun intérêt à la réussite du projet. Alors, il peut avoir un intérêt scientifique, mais en vrai, quand vous avez des parts dans un projet, vous êtes beaucoup plus impliqué et donc vous avez plus de chances de rester en contact direct et à participer à promouvoir le projet. Un point particulier sur les milestones. Les milestones, on les a mises plutôt dans les outils de valo-sécurisation, même si en fait c'est la limite, puisque c'est un outil qui va tenir compte des différentes étapes de réussite d'un projet. Mais on l'a mis de ce côté-là parce que en fait, les milestones, ça va être un déclenchement avec des seuils. Par exemple, le projet passe en phase 2 ou en phase 3, mais quelle que soit la manière dont il passe, c'est-à-dire qu'il passe ric-rac ou il passe très largement avec de très très belles perspectives, en fait, la manière dont le contrat est designé va donner à peu près le même résultat, en général. Alors, évidemment, il y a des subtilités dans tous les coins, mais là, l'idée, c'est de faire le panorama général. Si je me focalise un petit peu plus sur les outils de valo-sécurisation, donc en général, ces outils-là, on les a retrouvés sur plutôt des données agrégées. Donc, on en trouve sur des données individuelles, mais on les a plutôt trouvés sur des données agrégées. Ça représentait 14% des cas d'usage étudiés dans le panel. Voilà. Et comme je le disais, c'est essentiellement un modèle plutôt ancien qui correspondait pas mal au modèle de données de cohorte tel qu'on peut le connaître. Les licences d'exploitation, c'est finalement assez peu fréquent. Tout le monde connaît, mais il n'y en a pas tant que ça. On les a trouvés dans 8% des cas étudiés, ce qui, a priori, me paraît assez logique. Sont des outils qui sont très simples, mais qui, a priori, sauf dans certains cas, qui ne sont pas à l'avantage du promoteur. Donc, le promoteur n'a en général pas intérêt à orienter la discussion vers ce type de produit. Les outils qui maximisent le partage de la valeur créée,
Alors vous en avez essentiellement, là, le gros de ce qu'on a trouvé, c'est autour donc des royalties, propriétés industrielles partagées et des joint ventures. Ça correspond à 75% des cas d'usage qu'on a trouvé dans le panel, donc c'est assez large. Ce qui nous a un petit peu surpris, c'est en tout cas dans les cas qu'on a trouvés, on n'a eu que 3% des cas d'usage qui concernaient des redevances sur CA. Alors ça nous a un petit peu surpris parce que finalement, il y a un certain nombre de domaines où c'est assez logique d'utiliser à la fois la redevance et la protection juridique associée au brevet et à la propriété intellectuelle. Il se trouve que dans le cas des données de santé, on est dans une situation où c'est un actif qui est extrêmement protégé. Donc en fait, la notion de protection juridique liée aux données de santé, elle est déjà là intrinsèquement. Et donc finalement, utiliser des redevances sur CA plus la protection juridique associée naturellement aux données de santé, ça fait qu'on a une espèce de combo contractuel qui peut être assez proche et parfois plus simple à gérer que des outils de propriété intellectuelle. Bon, c'est pas vrai dans tous les cas, mais on a été surpris du fait qu'il y ait autant d'écart dans les pourcentages qu'on a trouvés d'utilisation de ces différents modes de valorisation. Et puis les derniers, c'est modèles mixtes et puis les tokens, donc pareil. Alors bon, les tokens, c'est normal que ce soit pas encore très très développé parce que c'est quand même pas mature. Mais la partie modèle mixte sous forme de cash plus pourcentage de CA, en fait, ça va avec la réflexion que j'avais juste avant. On était aussi un petit peu surpris que ce ne soit pas davantage utilisé parce que théoriquement, ce sont des modèles qui permettent à la fois d'avoir des bonnes incitations, d'avoir un bon partage du risque et un bon partage de la valeur. Donc, ce sont des modèles qui sont classiques dans d'autres cas. On s'attendait à en trouver un petit peu plus. Voilà, donc ça permet de faire un bilan de ce qu'on a retrouvé. Alors, en termes de recommandations, le point principal qui est ressorti de l'étude, c'est la question de ce qu'on doit valoriser. Et nous, notre recommandation, c'est d'aller vraiment vers les modèles les modèles précédents, ceux qui permettent de maximiser le partage de la valeur et d'aller vers des modèles avec un maximum d'incitation. Et donc pour ça, en fait, il faut dépasser la question d'être tourné vers la donnée et vers son coût de collecte et aller davantage vers la valeur créée par le partenariat. Et donc ça peut paraître évident, mais dans les discussions qu'on a eues et dans la majorité des cas d'usage qu'on a vus, le mode de valorisation de la donnée tourne quand même essentiellement autour de son coût de collecte. Et donc, le raisonnement qui est fait pour la valorisation est de savoir comment est-ce qu'on couvre le coût et comment est-ce qu'on peut finalement... La négociation va être autour du coût de collecte et un coût marginal d'expertise associé. Et beaucoup moins sur des questions de comment est-ce qu'on fait pour réfléchir en termes de produits créés et de valeurs créées par les données, par l'expertise, par les services associés, qui nous semblent essentiels dans ces modes de fonctionnement. Et donc, tout ça, ça reboucle avec les réflexions du départ, tous les retours qu'on a eus des différents acteurs qu'on a interrogés sur le manque de guidelines, le manque d'aide en fait pour savoir comment discuter autour des données et de l'expertise associée. Et ce qu'on a fait dans le reste dans la fin de l'étude, ça a été de réfléchir à des outils pour objectiver justement la valeur des données dans le cadre des partenariats. Donc on a réfléchi à des outils de scoring de la donnée individuelle, donc de savoir pour essayer de comparer de manière objective différentes bases de données en fonction de leur contenu, de la qualité des données, en fonction de l'expertise associée, etc. Donc ça,
on a proposé, dans le cadre du groupe de travail, des petits outils qui permettent de réfléchir, de comparer des bases de données sur des bases objectives. Et puis, c'est ce que je vais présenter juste après, mais on aura le temps d'abord de se poser quelques questions, c'est de réfléchir à des moyens d'objectiver l'apport des bases de données dans les projets et en utilisant les notions de métrique et de pouvoir prédictif des données dans les projets dans lesquels elles sont utilisées. Voilà, donc ça, c'est ce que je vous présenterai juste après. Mais l'idée est vraiment d'avoir, ce qui émerge, c'est le besoin d'avoir une espèce de terrain de jeu partagé et de règles du jeu partagées qui permettent de se mettre d'accord sur la manière dont on peut collectivement gérer la valorisation de ces données. Voilà, je vous remercie. Bonjour, merci. Claire Gobuli, Observatoire français de la sclérose en plaques. J'avais une question. Les outils dont vous avez parlé à la fin, on va les trouver dans le rapport, parce qu'on reste un peu sur notre fin, là, quand même. Alors, sur la partie métrique, je vais vous présenter juste après. Et après, sur la partie diffusion, c'est les membres de Covalliance qui s'occupent de la partie diffusion des études. Pas d'autres questions ? Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, on va enchaîner avec la présentation des... Hop, alors là, normalement, ça se passe en régie. Là, il y a une prise de contrôle à distance de l'ordinateur. Là, je ne fais plus rien. Ah, c'est bien ça. Ah, ça marche. Merci. Alors, l'étude de cas, l'idée, c'est de regarder comment on peut trouver des outils, avoir un terrain de jeu partagé, des idées pour nourrir les discussions autour de, on va dire, méthodes, outils partagés sur pour bien comprendre comment valoriser les données, comment valoriser l'apport d'une base de données dans le cadre d'un projet. Donc il ne s'agit pas ici c'est juste une solution parmi d'autres. On a réfléchi à ces quelques guidelines parce que ça faisait partie des questions qui ont été posées pendant toutes les interviews qu'on a faites. Et donc l'idée était de dire, en fait, il nous semble que dans le cas classique dont tout le monde parle, c'est-à-dire des bases de données individuelles, pour des algorithmes d'apprentissage, on a sans doute une possibilité pour essayer de quantifier et d'objectiver l'apport des données au projet. Donc, l'idée, c'est de rationaliser l'approche et essayer de trouver des solutions. Et on va voir que les questions qui se posent, on part d'une situation assez simple, mais après on essaye d'étendre un petit peu pour voir ce qui se passe quand on doit faire des mises à jour des données. Est-ce qu'au cours d'un projet, comment est-ce qu'on fait ? Est-ce que ces choses-là, elles sont dynamiques ? Quand on est plusieurs acteurs, comment est-ce qu'on fait pour partager, se mettre d'accord sur la manière dont on va objectiver l'apport de chacun dans un projet multicentrique, etc., etc. Donc là, l'idée, c'est vraiment de dire qu'il nous semble qu'on est dans un cas assez idéal, en fait, pour essayer de clarifier ça. Je ne sais pas si ça marche pour tous les types de problèmes, tous les types de données, mais en tout cas, dans le cadre de données individuelles avec des algorithmes d'apprentissage, il nous semble qu'il y a, on va dire, un cheminement qui est assez naturel pour essayer de quantifier l'apport des différents promoteurs de données dans un projet.
Et donc ça repose sur en fait deux choses. Comprendre la contribution statistique de la base et comprendre l'apport économique, comment ça se traduit sous forme d'apport économique. Donc, pour illustrer cette méthode, on part d'un exemple, alors j'allais dire un exemple fictif, sauf que en vrai, c'est quand même une question qui c'est parti d'un vrai exemple qui s'est posé parce qu'on avait travaillé avec Gustave Roussy sur les urgences du Gustave Roussy. Donc c'est un cas un peu particulier de service d'urgence, puisque comme c'est de la cancéro, en fait les patients qui viennent sont des patients qui sont suivis par ailleurs en général. Donc c'est des patients qui viennent en urgence, mais on les connaît dans le cadre de leur suivi. C'est pas n'importe quel service d'urgence où il y aurait quelqu'un qui arriverait et qui n'a jamais mis les pieds dans l'hôpital. Donc mais on part de cet exemple-là pour fixer les idées. Donc l'idée, c'est les services d'urgence, en général, il y a des problèmes de gestion du nombre de lits, ils sont toujours saturés, ça coûte très cher, et du coup, on se demande toujours s'il y a une possibilité pour faire mieux. Donc là, idée virtuelle, mais qu'on avait commencé à discuter avec Gustave Roussy, c'était l'idée mettre en place un algorithme prédictif pour essayer de prédire le recours aux urgences et du coup l'anticiper. L'idée d'un tel algorithme, c'est d'éviter un recours aux urgences qu'on aurait pu anticiper et soit en prévoyant un rendez-vous en amont, soit en orientant différemment le patient. Et donc, l'idée, c'est donc une fois qu'on a le cadre, c'est de séparer le problème en ce qui va être la partie contribution statistique et la partie contribution économique. La contribution statistique, c'est dire, en fait, j'ai un algorithme, j'ai des données, et en fait, ces données, je vais pouvoir mesurer sur mon algorithme à quel point elles me permettent de gagner en pouvoir prédictif. Et ce pouvoir prédictif, je vais pouvoir le traduire. Donc là, on va dire que le gain, la métrique qu'on pourrait choisir, une métrique simple, ce serait de dire de combien, en fait, quel pourcentage de recours aux urgences vont être évités grâce au jeu de données que j'ai mis dans mon algorithme, pour l'apprentissage de l'algorithme. Et la partie économique, c'est je traduis ça en disant, bah voilà, si j'ai... alors c'est pas forcément compliqué, hein, c'est juste, c'est un calcul de coin de table, on dit, bah, tant de lits évités, je monétise ça à combien ? Tant de recours aux urgences inutiles évités, comment est-ce que je monétise ça ? Et donc, une fois qu'on a fait ça, en fait, on a fait le lien entre une base de données qui va permettre de dire, grâce à telle base de données et grâce à mon algorithme, je vais pouvoir éviter X% de recours aux urgences. Et ce X% de recours aux urgences, il vaut tant. Donc, si je fais le lien, ma base de données base de données plus algorithme, a permis de gagner tant. Donc ça permet de faire le lien entre une base de données, l'algorithme et une valeur créée. Alors la question qui se pose après, c'est comment est-ce qu'on va séparer ces deux aspects ? Comment est-ce qu'on sépare au sein de la contribution statistique ce qui va être lié à l'algorithme et ce qui va être lié aux données ? Alors, en fait, ça, c'est un problème assez classique qui se matérialise de différentes manières. Donc, en fait, la première chose, c'est on va chercher des métriques qu'on va pouvoir, donc, qui vont permettre de mesurer la performance de l'algorithme avec différents jeux de données. Et ensuite, on va créer des scénarios. Et donc, les scénarios, pour pouvoir séparer l'apport de l'algorithme de l'apport de la donnée, si on va dire, bon voilà, l'algorithme, s'il n'est pas entraîné avec le jeu de données, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on est capable de le faire démarrer à dire d'expert ? Est-ce qu'on est capable de simuler des données ? Enfin bon, on réfléchit à un premier scénario où l'algorithme est tout seul et où on a éventuellement initialisé l'algorithme à dire d'expert, par exemple. Et donc là, on sait, en fait, si vous avez l'algorithme mais vous n'avez pas les données,
et que vous avez d'autres éléments, finalement, quel est votre pouvoir prédictif? Et ensuite, on joue différents scénarios. Donc, on peut faire le scénario où on a injecté la base de données. Donc là, on peut voir de combien on s'améliore. On peut faire, si on a plusieurs bases de données concurrentes, on peut s'amuser à faire l'exercice avec les différentes bases de données. Ça fait différents scénarios et on voit quel est l'apport de chacune des bases. Si on ne dispose pas de ces bases, on peut faire des simulations. Par exemple, on sait que telle base est très similaire, mais qu'elle a 2 fois moins d'observations. Je simule avec 2 fois moins d'observations. Telle base est similaire, mais elle a des variables en moins. Donc, je supprime les variables de ma base et j'entraîne l'algorithme avec les variables en moins. Je joue des scénarios et dans chacun des scénarios, je regarde quel est le score que j'atteins, quelle est ma métrique. Et donc cet exercice-là, il permet de manière assez simple de pouvoir isoler quel est l'apport d'une base de données dans un cadre précis. Et ensuite, pour chacun des scénarios, on a le petit calcul économique qui permet de faire le lien entre les données et la valorisation. Et donc ça, en fait, ce qui est magique là-dedans, c'est que ça va marcher parce qu'on est dans un cas où le machine learning en fait est naturellement orienté métrique et mesure de la performance. Et donc on va avoir sur ce genre de problème naturellement des mesures de performance qui vont les mesures de performance qu'on va essayer d'optimiser sont celles qui sont censées nous intéresser. Donc, on va avoir naturellement, en fait, une manière de mesurer la performance des algorithmes qui va nous donner une information sur l'apport des données. Et ça permet, en jouant différents scénarios, de comparer différentes bases potentielles. Et alors, ce point qui est très simple, en fait, on peut l'étendre facilement. Dans les discussions qu'on avait eues, une des questions qui est arrivée rapidement, c'est « Ah oui, mais qu'est-ce qui se passe si, au cours du temps, il faut faire des mises à jour de la base? Qu'est-ce qui se passe si le problème n'est plus le même 1 an après ?» Et bien en fait, tout ça, on peut continuer, ce raisonnement-là, on peut l'étendre. On peut dire, en fait, on peut s'imaginer que la performance de l'algorithme, alors on peut imaginer donc ici une performance de base de l'algorithme. Par exemple, on l'a calibré à dire d'expert au début, et puis après la performance décroît parce que l'environnement a changé, c'est plus les mêmes utilisateurs, etc. Bon, ça pourrait très bien rester identique, mais si on veut que ce soit un peu amusant, on se dit que les utilisateurs ont changé, et donc la performance décroît. Si on initialise l'algorithme un jour avec nos propres données, en fait, on va améliorer la métrique, on va améliorer la performance. Mais il n'est pas dit que cette performance reste constante dans le temps, donc ça peut bouger. Mais ce qui est amusant, c'est que ça, on peut le répéter plusieurs fois. C'est-à-dire qu'on peut se dire qu'à intervalles réguliers, on va mettre les données à jour et que ça va nous permettre de réaméliorer la performance. Et à chaque fois, on va pouvoir séparer ce qui va être... par exemple, on augmente les services, on augmente l'expertise un jour. Donc on dit, en fait, on va mettre davantage de médecins ou davantage de chercheurs pour étudier les résultats et aider au développement de l'algorithme. Et la performance augmente. Et donc tous ces points-là, en fait, cette méthode-là, elle permet de quantifier très facilement l'apport à la fois des données et des différents acteurs qu'on va pouvoir inclure ou pas dans les différents scénarios. Et donc ça permet c'est une solution pour objectiver l'apport à la fois des données, mais aussi des services associés, de l'expertise dans les projets. Dernier point, alors ça c'est pareil, c'est aussi un des points qui est remonté régulièrement, c'est qu'est-ce qu'on fait quand il y a plusieurs acteurs qui fournissent des données? Comment est-ce qu'on fait pour proposer une solution dans le cas d'études de projets multicentriques avec plusieurs bases de données? Alors là, c'est pareil. En fait, ça s'étend bien aussi, cette question-là. Il y a
Notamment, en fait, je vais introduire la notion de valeur de chapelet. C'est une notion qui est, je pense que ça doit dater j'aurais dit des années 70, j'ai pas vérifié, mais c'est des concepts de théorie des jeux qui sont assez anciens, mais qui reviennent à la mode avec les développements du machine learning et des questions d'explicabilité. Alors, d'ailleurs, aparté, ces valeurs de chapelet sont beaucoup discutées. Si vous cherchez sur Internet pour expliquer pour rendre le machine learning explicable, j'ai des gros doutes sur la valeur d'explicabilité liée aux valeurs de chapelet, mais pour ce qui nous intéresse ici, ça marche très bien. Ça marche très bien. Il s'agit ici d'utiliser ce concept pour partager équitablement la valeur créée dans le cadre d'un jeu coopératif. Et donc là, ce qu'il faut savoir sur les valeurs de chapelet, en fait, là c'est pareil, on va jouer différents scénarios. Imaginez que vous ayez 3 acteurs qui ont 3 bases de données, donc une base de données chacun, et qui participent à un projet. Et donc la manière, ça se fait très bien. En fait, il faut juste entraîner votre algorithme avec toutes les combinaisons de bases. Donc imaginez que vous ayez des acteurs ABC, mais en fait vous allez calculer la métrique d'apprentissage avec les données de A seul, de B seul, de C seul. Ensuite les combinaisons A et B ensemble, donc vous mettez les bases de A et B ensemble et vous entraînez l'algorithme. Vous faites la même chose entre A et C, entre B et C. Et puis en dernier, vous entraînez l'algorithme avec les données de ABC, ce qui est a priori ce que vous avez envie de faire de toute façon pour votre projet. Vous avez envie de mettre le maximum de données, sauf si, il y a des cas où on élimine des données, mais dans le principe, on a envie d'apprendre le maximum, et donc on peut avoir ce score de prédiction cette métrique qui va émerger. Et donc, là, dans ce cas-là, on sait que les 3 bases de données ensemble vont vous donner un score, donc là un score fictif de 95% sur une métrique à définir. Et la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on répartit ces 95% entre les différents acteurs. Et donc il y a la formule de Chapelet que je n'ai pas marquée ici, mais qui permet en fait de répartir de manière équitable les contributions en fonction des contributions des différents acteurs. Avec cet exemple-là, on a fait le calcul. On a A, par exemple, qui récupérerait 38,3%, B, 30,8% et C, 25,8%. Donc la somme faisant les 95. Donc en fait, c'est l'histoire que je vous raconte sur regarder les métriques des algorithmes de machine learning en fonction des bases de données sur lesquelles on fait l'apprentissage, mais en fait, ça se généralise très bien à plein de cas. Et c'est une des manières de rationaliser le débat sur l'apport des données dans la création de valeur. Alors, il y a sans doute plein de manières de faire. Il y a sans doute des cas où il est possible que ce soit très lourd de faire ça. On n'a pas prétention à ce que ce système-là il soit utilisé de manière systématique. Mais moi, j'ai une conviction, c'est que un des problèmes sur les négociations, c'est que en fait, on ne sait pas par quel bout prendre les choses. Le seul fait de savoir qu'il existe un moyen pour aboutir à quelque chose qui convienne à tout le monde fait qu'à mon avis, on doit pouvoir aboutir à même sans mettre en œuvre toute cette mécanique, on doit pouvoir se mettre d'accord plus vite. Parce qu'on sait, en fait, on comprend vite comment les choses vont se dérouler et on peut se mettre d'accord beaucoup plus rapidement. Donc je pense déjà que en fait, l'existence même de solutions, même si elles peuvent être complexes, à mon avis, elles doivent permettre de simplifier la discussion même sans avoir besoin de mettre en œuvre la solution elle-même. Et ce qui est amusant avec ça, c'est que ça permet aussi, donc ça rationalise les discussions, ça donne un cadre. Et par contre, ça génère des nouveaux besoins, parce que là, ce que je vous ai montré, en fait, il n'y a rien de compliqué, mais en général, je ne suis pas sûr qu'il y ait des spécialistes de ces choses-là dans toutes les équipes. Et donc ça veut dire qu'en fait, il va falloir
il faut aussi dédier du temps des différentes personnes, faire monter en compétences, recruter des gens sur ces différents sujets pour rationaliser les pratiques et du coup créer de nouveaux métiers liés à la valorisation de la donnée spécifiquement. Voilà. Alors là, il y a plus de questions. Enfin, au moins une. Une deuxième question juste après. Bonjour. Bonjour. Je vous remercie. C'est effectivement une problématique très intéressante parce que pour arriver à faire un contrat, il faut effectivement se mettre d'accord sur la valeur des données sur lesquelles on traite. La problématique que je vois, c'est que vous, dans ce que vous proposez, vous allez voir et vous avez accès aux données et vous allez pouvoir quantifier l'apport des données sur le modèle statistique. En pratique, régulièrement, on ne va pas avoir cet accès aux données, on va juste aller voir la personne, elle a les données, nous on la stat, et on n'est pas d'accord, et il faut déjà faire le contrat pour pouvoir accéder à ces données-là. Est-ce que, en pratique, vous auriez une solution à ce deuxième cas de figure, qui est un cas de figure un peu différent ? Déjà, on peut se mettre d'accord a posteriori, c'est-à-dire qu'on peut, on peut se mettre d'accord sur les termes du contrat en fonction de la métrique qu'on va obtenir. Donc ça, on n'a pas forcément besoin d'avoir fait le test en amont. Ensuite, c'est un outil de négociation, c'est-à-dire qu'un promoteur va avoir une idée de ce qu'il peut avoir d'habitude, même sans montrer ses données. Un industriel peut avoir aussi une idée de ce qu'il peut en attendre. Et donc, ensuite, c'est celui qui estime qu'il est perdant dans la négociation qui doit dévoiler son... Donc si le promoteur de données pense qu'il perd énormément dans la négociation, bah, en fait, il a intérêt à trouver un moyen pour faire un premier test avec ses données et le prouver. Ou alors mettre dans le contrat quelque chose qui stipule que... Mais c'est le plus simple, hein, c'est de dire que si on n'est vraiment pas d'accord, il y a une clause pour se revoir en fonction de la valeur. Si la valeur qui sort si la métrique est très différente de ce qui a été imaginé a priori, eh bien, il y a une clause qui dit que le contrat est réévaluable. C'est un petit peu comme quand vous achetez un appartement, il y a la loi Carrez qui vous dit que vous avez un métrage de l'appartement. Si a posteriori, il y a plus de 5% d'écart, je crois, eh bien, en fait, les écarts en mètres carrés sont renégociables a posteriori. Donc, on peut se mettre d'accord, je pense, sur des résultats qui sont même incertains avec des clauses pour se revoir. Et après, chacun décide en amont de ce qu'il a envie de révéler comme information de la manière la plus fine. D'accord, merci. Comme ça ? Ah oui. J'avais la même question, mais du coup, je profite pour rebondir sur une autre. En fait, pour les acteurs académiques que vous avez interrogés, est-ce que certains vous ont fait part des risques on va dire, de solidité financière des acteurs avec qui ils traitaient ? Oui, c'est-à-dire, par exemple, les startups s'engager sur des redevances à 15 ans, enfin 10 ans, 15 ans, ça peut être... Oui, évidemment, cette question-là, mais elle n'est pas spécifique ni au monde de la santé, ni au monde des données. Quand il y a un contrat entre deux acteurs avec une part d'incertitude, bah, en fait, ça rentre dans le contrat. Évidemment, on ne peut pas attendre d'une start-up. Si on travaille avec une start-up, on sait qu'il y a une part de risque à accepter. Après, effectivement... ça fait partie dans ce genre de cas, en général, le partage du risque fait qu'on va par exemple demander une part plus importante de CA, mais en sachant que peut-être que ce sera zéro. Voilà. Ça, c'est des problèmes classiques qui sont, à mon avis, qui ne sont pas liés spécifiquement ni à la santé ni à la data. Oui, je voulais savoir si vous aviez pensé à étendre votre modèle au-delà de la contractualisation projet par projet. C'est-à-dire de l'appliquer au contexte
d'une plateforme de partage de données. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs qui associent plusieurs producteurs de données. Ces producteurs de données sont aussi exploitants des données. Et est-ce qu'on peut imaginer qu'il puisse y avoir un cadre de contractualisation qui positionne les règles du jeu en sachant que ces acteurs vont faire collectivement plusieurs projets. Une fois, ce sera A qui sera promoteur de la recherche, après ce sera B, et après ce sera C, et collectivement, ils partagent des données. Est-ce que vous voyez ma question ? L'avantage, ce serait de ne pas avoir... Vous voulez parler d'une forme de mutualisation, en fait, de mutualisation des gains. Non, c'est simplement l'avantage de cette situation, c'est d'avoir des accords cadres et d'accélérer les processus de contractualisation projet par projet, dans le cadre d'un... Alors, je pense qu'on en parlera au moment de la table ronde. Et effectivement, la question des accords cadres et de la simplification est revenue très souvent, et je pense que c'est des sujets qui vont être réabordés juste après. Évidemment, c'est un des buts de toutes ces propositions, c'est d'aboutir in fine à ce genre de choses. Là, à ce stade, je pense qu'on n'a pas la prétention de dire que cette méthode-là pourrait être incluse telle qu'elle dans un accord cadre, mais l'idée qu'il y a derrière, c'est que si on utilise ce genre de méthode, on va gagner en maturité collectivement, et on va converger plus vite vers ce que pourraient être des accords cadres qui conviennent à toutes les parties. Je vais être encore à nouveau un petit peu désagréable. Pour qu'il y ait valorisation, il faut qu'il y ait volonté de négociation. Alors moi, je me trouve dans le cadre typique d'une CRO qui veut acheter des données pour faire des essais cliniques. Donc le but, c'était pour les autorités de santé. On n'est pas en train de faire du médico-marketing, on a besoin de ça. Et quand on a affaire au public en France, on entend tout de suite les deux mots « grand Satan » et il y a refus de négociation. On ne peut même pas imaginer qu'on puisse avoir des collaborations. Est-ce que vous voyez un moyen où on puisse peut-être avec le temps essayer de faire changer un petit peu l'administration française et la recherche publique sur les relations qu'elle a avec les industriels? On ne rigole pas. C'était un peu une question piège, non? C'est la raison d'être ici ce soir quand même. Hein. Et je ne sais pas si je suis la meilleure personne pour y répondre, mais si on fait, si j'essaie d'avoir mettre en avant une ouverture sur ce sujet, il y a tous les acteurs nous ont parlé de difficultés, mais en même temps, ce qui ressortait des discussions, c'était une volonté d'aller plus loin. Enfin, c'est-à-dire que les difficultés qui ont été évoquées, elles n'étaient pas pour fermer le sujet, elles étaient plutôt pour l'ouvrir. Donc j'espère que oui, si en fait on n'a vu que des acteurs qui avaient envie qu'il y ait un cadre plus clair et que les choses avancent. On n'a vu aucun acteur qui nous a dit que la situation lui allait très bien et que ça lui permettait de verrouiller ses données ou verrouiller ses accès et qu'il s'en contentait très bien. Donc je vois tout à fait de quel genre de problème vous pouvez parler, mais voilà, à ce stade, c'est juste l'ouverture, c'est que j'espère que ce sont des choses qui vont progresser. Un commentaire peut-être? La réponse est simple. La réponse est simple. Aujourd'hui, on fait une déclaration CNIL pour faire un projet, pour collecter des données qui protègent le patient sur un sujet, une thématique donnée. Ces données-là, elles intéressent un industriel un jour, ou elles intéressent un partenaire et qui n'était pas prévu dans le premier accord CNIL qui était cadré. Ben, c'est très simple. Il faudrait faire simplement un projet commun. Quelle utilisation va être faite de ces données? Quel est le cadre et là, elles peuvent être accédées. Donc, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des avenants, il peut y avoir des choses. Et la CNIL, elle ne bloque pas. Les chercheurs ne bloquent pas, mais simplement la clarté du cadre d'usage et d'utilisation, c'est ça ce qui doit être formalisé. Et je pense que ça doit rentrer dans les mœurs le plus possible pour que ça soit facilité. Vous n'êtes pas d'accord? Merci. Alan, il y a un micro qui arrive. Moi j'entendrai, mais le reste... Oui,
Merci beaucoup pour ce travail. C'était une remarque et une question. Le modèle, intellectuellement, il fait rêver. La complexité que je vois, c'est qu'en fait, pour arriver à se mettre d'accord sur qu'est-ce que c'est que la base dont on parle, est-ce que c'est une base d'apprentissage, est-ce que c'est une base de test, combien est-ce que c'est le bon nombre de données qu'il faut dedans, et arriver à mettre d'accord tout le monde, je pense qu'il y en a déjà pour 18 mois, rien que pour avoir commencé à se mettre d'accord. Donc aujourd'hui, il n'y a aucun standard nulle part. Je sais que le LNE veut faire des choses sur la logique. Parce que rien qu'on parle de cross-validation, ça peut prendre une infinité de formes. Et donc, je pense qu'à terme, ça pourrait être un modèle, quand il aura été éprouvé et admis, qui pourra avoir au moins des standards. Mais aujourd'hui, j'ai peur qu'il y ait une telle difficulté pour arriver à mettre d'accord les acteurs, surtout quand l'industriel commence à avoir un intérêt à ce que en fait, ses performances ne soient pas terribles pour ne pas payer cher les données. C'est compliqué. J'exagère volontairement, mais il faut faire attention à ce que en fait, le cadre pour réussir à collaborer soit pas déjà en fait, le frein. Parce que négocier 12 mois ou 18 mois, c'est déjà ce que certains d'entre nous ont pu vivre quand on veut un brevet. Donc si on rajoute ça sur les données, c'est lourd. Je comprends tout à fait le point. Alors, j'aurais tendance à la réponse, on va dire en pratique, en théorie, je suis complètement d'accord. Après, en pratique, j'aurais tendance à dire que ce genre de modèle, pour qu'il fonctionne, il faut qu'il soit robuste aux spécifications. Et ça veut dire que, en fait, de base, avant d'en discuter, on fait qu'on ait une négociation qui aboutisse à peu près à la même chose, avec différentes métriques, différents jeux de tests, jeux d'apprentissage, différentes méthodes de cross-validation. Si on aboutit à des choses très différentes avec différents paramétrages, ça veut dire qu'on a un problème plus profond. Et de toute façon, donc voilà. Donc évidemment, et ça veut dire que même la méthode elle-même est à questionner. Mais je pense qu'on peut raisonnablement penser, enfin il faut voir à l'usage, hein, mais dans un cadre, si l'algorithme fonctionne bien, si les données sont de qualité ou suffisantes, ça devrait être quand même relativement robuste. Je pense qu'on doit tendre vers votre modèle. Ça, je pense qu'il y a un vrai truc. J'ai peur qu'il nous faille quelques années pour arriver à utiliser réellement ça comme négo. C'est ça que je veux dire. Merci beaucoup. Oui, rapidement, oui, est-ce que vous pourriez donner un éclairage sur la métrique quantitative, en fait, pour ces contrats, ces modèles économiques, en pourcentage de valeur par rapport à des royalties qui viendraient d'un portfolio de brevets? Est-ce que vous avez pu faire ces discussions à l'international avec les acteurs que vous avez eus? Alors, ce genre de modèle, on ne les a pas vus utiliser, donc j'ai pas d'exemple de à quoi ça aboutit en termes de pourcentage sur CA. Mais l'idée, c'est ça va dépendre en fait, et ça va dépendre essentiellement du cas d'usage. Je pense que c'est très très variable. On peut très bien imaginer des modèles où la donnée a un apport très marginal, comme des thèmes où en fait la valeur va être le plus dans la base de données et l'algorithme sera très quelconque. Donc je pense que c'est très très variable et je pense pas qu'on ait une réponse générale. Dans la première partie, dans votre enquête, vous n'avez pas relevé aussi de pourcentage. Est-ce qu'il y en avait? Est-ce que vous avez eu ces discussions avec? Alors sur les pourcentages, oui, on en a eu quelques-uns, mais je peux pas les donner comme ça. Il y en a eu très peu qui nous ont donné, mais je peux pas les divulguer là.